Alors on va poser la question à une enseignante. Delphine Régnard, vous êtes professeur de lettres classiques. Moi j'aurais d'abord une première question à vous poser pour me situer un petit peu. Je dois dire, j'ai découvert que vous interveniez hier soir à minuit moins le quart. Et à 2 h du matin, j'étais sur un de vos blogs pour essayer de vous connaître un petit peu mieux. Et il est fou, hein? Non, je ne suis pas fou, c'est toi qui m'as dit à 11h30, tu aurais pu me le dire avant quand même, c'est ça le problème. Enfin, je travaille avec ce que me donne, comme dit la présidente. Oui, la question qui m'est venue à l'idée en lisant ce que vous écriviez, tout simplement parce que j'ai vu que vous étiez professeur de lettres classiques, doit-on, peut-on enseigner les lettres classiques aujourd'hui comme vous avez vous-même été enseigné en lettres, je dirais? Alors là, je vais demander pardon à mes professeurs de lycée, mais non et heureusement. Je pense qu'un des enjeux, alors je suis bouleversée parce que c'est pas du tout effectivement ce que j'avais imaginé. Mais moi non plus. Je pense que c'est fondamental que le professeur, même le professeur de grec ancien, le vieux truc du 5e siècle, on ne sait même plus qui c'est qui parlait dans cette langue, soit convaincu qu'il a un rôle primordial, parce qu'en plus en tant que professeur de lettres, entre parenthèses, à jouer dans l'éducation aux médias, parce que tout de même les questions de auteur, éditeur, transmission de la culture, comment dire, glose, etc., c'est quand même notre fonds de commerce, et je ne vois pas pourquoi aujourd'hui ce serait fermé au numérique, alors que le numérique justement pose des magnifiques problèmes à étudier et à questionner en lettres particulièrement. Notamment effectivement tout ce qui se passe avec l'édition, la coédition, l'existence de blogs, etc., où chacun peut prendre la parole hors éditeur. Enfin, je pense par exemple à la guerre entre Gallimard et Pupinet, enfin des choses comme ça. Donc c'est à la fois passionnant, et je pense que c'est notre rôle d'y associer les élèves, en tout cas leur faire comprendre que les questions qu'on se pose et qu'on essaye sur lesquelles on essaye de réfléchir avec eux pour préparer le bac, c'est des questions qui se posent aujourd'hui de façon brûlante et intéressante. Alors je vais faire de la remédiation pour m'adapter à cette situation. Vous aviez prévu d'aborder 3 questions, je crois. En fait, oui, parce que moi j'ai su avant-hier que je suis venue avec des questions plutôt que... Parce que c'est à la fois en tant que professeur et en tant que formatrice que je me pose ces questions. C'est-à-dire qu'on disait ce matin que effectivement le professeur va par exemple apporter son matériel. Or, moi, mon matériel, c'est un matériel qui est avec une belle petite pomme dessus. Est-ce que ça ne pose pas un moment problème que les élèves me voient utiliser cet ordinateur-là avec des logiciels que j'aime bien utiliser parce qu'ils me rendent service, parce que je ne suis pas techniquement outillée pour savoir construire plein de choses. Je pense que ça en fait soulève plein de questions. Par exemple, quand je fais des formations pour former donc les professeurs au TNI, et que je commence le stage en disant mais ce n'est pas un stage de TNI, l'objectif ce n'est pas d'apprendre tous les boutons de l'outil, de vous persuader que ce logiciel-là, parce que c'est ce qui vous a été acheté par la commune, l'établissement, etc., c'est le meilleur, le top, etc. Le stage, c'est de l'éducation média, c'est-à-dire savoir se servir d'un TNI. Est-ce que c'est savoir ouvrir un moteur de recherche, par exemple Google? Est-ce qu'on ouvre Google? Est-ce qu'on ouvre Mozilla? Est-ce que quand on cherche un livre, on tape le titre dans Google et on clique sur par exemple tel site qui propose l'édition, enfin le texte en entier du livre? Ou est-ce qu'on va chercher dans Google Books? Où est-ce qu'on va chercher dans Gallica? Où est-ce qu'on va chercher sur le site Tout Molière? Et pourquoi on va faire ces choix? Et je pense que c'est absolument fondamental que les professeurs qui utilisent des ressources comme ça en direct avec leurs élèves expliquent pourquoi ils font tel et tel choix. Et c'est vraiment quelque chose qui me gêne et me pose de plus en plus question. Voilà. Oui, Monsieur Simonin, donc, vient d'arriver, vous êtes directeur en charge de la médiation à l'Université, donc je vous poserai peut-être, on vous donnera la parole tout à l'heure si vous le permettez. On reste sur les enseignants. Je disais que je suis allé sur vos blogs, enfin un de vos blogs, je crois que c'était un des premiers d'ailleurs que vous avez écrit, j'y suis allé cette nuit, et j'ai trouvé un texte long, extrêmement intéressant, dont je voudrais lire quelques extraits ici à la salle. Ce que je prétends, c'est que de la même façon que la société a considéré que même élève en a 2,
je devais recevoir les rudiments de maths, et bien même, et je dirais surtout assez volontiers en filière L, il faut des cours de culture numérique. Alors ma question est simple, qu'est-ce que vous entendez par des cours de culture numérique? Eh bien, par exemple, quand je copie-colle du texte depuis Word et que je veux le copier sur la plateforme de blog que j'utilise, pourquoi est-ce que j'importe davantage que ce que je crois importer, c'est-à-dire plus que du texte? Parce qu'à ce moment-là, les collègues disent oh, bah, avec moi ça ne marche pas, et savoir simplement ce qu'il se passe, par exemple aller lire sur les sites du Monde, les sites de journaux en ligne, les mentions légales, et par exemple, je crois que c'est Rue 89 qui explique qu'on peut désactiver les cookies, etc. Voilà, ça c'est à la fois savoir se repérer dans ce monde numérique, mais savoir un peu ce qui s'y passe, savoir que Google Images ce n'est pas un site, que même si on s'est connecté avec un pseudo, il y a toujours un administrateur qui nous voit, que Facebook monétise tout ce qu'il sait sur nous, que je conseille à mes élèves de ne pas mettre toutes leurs photos et leurs cours et n'importe quoi sur Facebook, etc. Enfin, je pense que c'est très global et c'est vraiment à apprendre à être libre, parce que quand on voit des publicités d'Apple, par exemple, pour ne pas les nommer, ça paraît très soft, très, hein, tu vois, de low cloud, et c'est beau, et c'est magique, et c'est très facile, même moi qui ne suis pas informaticienne, je sais faire, je sais cliquer là et là. À un moment, il faut, je trouve, se demander si effectivement ça ne demande pas un peu plus de travail que ça, que de faire éditorialiser du texte sur un blog. Excuse-moi, mais là, elle répond à ta question de tout à l'heure, c'est-à-dire si là l'enseignant n'est pas médiateur et 100% médiateur, et si c'est pas l'urgence pratiquement aujourd'hui. Mais Muriel, je vois qu'effectivement tu es une excellente animatrice, c'était ce que j'allais dire. Mais j'allais, non, pas du tout, mais c'est très bien au contraire. J'allais rajouter un autre extrait qui revient aux enseignants là. Vous dites, nos élèves baignent dans un bain qui parfois ou souvent effraie leurs parents, on peut les comprendre. Ils sont en train d'apprendre à nager seuls. Veillons, dites nous, enseignants, je suppose, à leur apprendre à naviguer et à apprendre avec eux, ce sera le meilleur service à leur rendre, faire chemin pour co-construire. Vous explicitez un peu? Oui, parce que c'est aussi ce que j'essaie de dire à mes collègues quand je leur explique comment se repérer nous-mêmes. C'est-à-dire que finalement, quand j'allume le TNI en classe, il y a des choses que je sais faire. Il y a par exemple, je sais me questionner, en tout cas j'espère. Il y a des choses que eux croient savoir faire, et on cherche ensemble une solution pour construire le cours. C'est-à-dire que c'est pas simplement une solution pédagogique, didactique, technique qui vient de l'un et l'autre, mais c'est vraiment un travail commun et collaboratif. C'est-à-dire que c'est le moment. Je pense que c'est aussi pour ça qu'à mon avis, on se retranche trop derrière l'argument c'est technique, je ne sais pas faire, etc. C'est que ça nous bouscule tellement, ça nous oblige tellement à réfléchir à notre pédagogie, à notre rôle par rapport à l'élève, à accepter de ne pas tout contrôler, que peut-être l'élève a des choses à nous apprendre. C'est ça, c'est apprendre à naviguer ensemble, et quand il y a du vent, ça va, ça roule tout seul. Quand il n'y a pas de vent, il faut que je cherche la inclinaison de la voile pour essayer d'avancer, et si j'ai des élèves pour ramer avec moi, eh bien rame. La vraie révolution, c'est donc que dans la relation sachant-apprenant, c'est le sachant qui apprend. C'est le sachant qui apprend, alors ça c'est évident, et je pense que les professeurs, Socrate le premier, voilà, disait qu'il n'était pas le plus savant, et de loin. Oui, Muriel, une dernière question, parce que sinon tu me diras tout à l'heure que je ne t'ai pas donné la parole sur le point que tu avais soulevé dans la préparation. Tu parles des contenus éducatifs en quête d'une deuxième vie, et des attentes et des interrogations de la presse jeunesse vis-à-vis de l'école. Mais quels sont ces contenus éducatifs en quête d'une deuxième vie? Mais c'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure. D'accord, mais... Oui, vas-y. C'est-à-dire tout ce qui est... enfin, moi, ce qui m'a frappé dans tout ce travail, c'est le projet commun que nous avons. Donc, on produit, nous, des contenus en se disant, là, ça va servir, par exemple, à faire produire de l'imaginaire, ou bien au contraire, ça va permettre aux enfants de penser telle et telle chose, de réfléchir, de comprendre quelque chose. C'est exactement ce qui se passe de l'autre côté, c'est-à-dire du côté de l'école. Moi, j'ai pensé aux jeux vidéo également tout à l'heure, parce qu'en fait, un intervenant disait que bon nombre d'enseignants du second degré, enfin du secondaire, utilisent des jeux vidéo
jeux numériques à d'autres fins que ceux pour lesquels ils avaient été effectivement construits. Et les chercheurs travaillent d'ailleurs pour faciliter aux enseignants la possibilité, la capacité, à qu'ils aient la capacité de travailler sur ce champ-là. Est-ce que vous êtes aussi sur ce champ? Alors, les jeux vidéo, pas encore, non, c'est pas notre... Mais par contre, cette démarche que tu viens de souligner, c'est la même, sauf que moi je parle de contenu produit sur le papier, ou bien sur Payam, enfin, c'est-à-dire sur le numérique, mais qui ne sont pas produits au départ avec une fin pédagogique, et qui peuvent, moyennant le travail qu'on est en train de faire, être réutilisés en deuxième vie avec une fonction pédagogique.